Bonjour à toutes et tous, je suis Marie-Thérèse Pugliese, déléguée Harmonie Mutuelle. Comme vous, je suis adhérente de la mutuelle et j'ai fait le choix de m'impliquer et de m'engager dans notre mutuelle en devenant déléguée mutualiste. Concrètement, je participe à la vie démocratique de la mutuelle et je mets en œuvre des actions de terrain en matière de prévention, d'action sociale ou bien encore de solidarité active. D'ailleurs, la mutuelle a développé un site internet, J'agis collectif, où l'on retrouve toutes les actions menées dans les départements. Si vous souhaitez nous rejoindre, précisez-le et laissez-nous vos coordonnées dans le questionnaire de satisfaction. Merci à vous d'être présents et présentes et je me réjouis que vous puissiez bénéficier de ce webinaire de prévention sur le thème de la marche et la randonnée, activité préférée des seniors. On va démêler tout ça pour vous, le vrai ou le faux. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui, proposé par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années. Ce programme est destiné à tous nos adhérents âgés de 50 à 70 ans, bien entendu pas exclusivement. Il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et bonne santé. Pour cette édition 2024, 22 webinaires sont à ce jour programmés. Nous vous proposons différentes thématiques animées par des experts qui nous partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui est joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Une documentation en lien avec cette thématique est par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche Application en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de cette conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet Chat en bas de votre écran. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les inscrire dans l'onglet Questions en bas à droite de votre écran et nous y répondrons. Je vais laisser maintenant Patrick Jamin, vice-président de la Fédération française de randonnée dans le Nord, prendre la parole. C'est quelqu'un qui collabore régulièrement avec Harmonie Mutuelle. Et bien, c'est à vous et je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc dans le Nord, puisqu'il s'agit de la Fédération française de randonnée pédestre du Nord. Donc le Nord, c'est un département, bien sûr, où on peut faire de la randonnée, comme dans tous les autres départements. Et aujourd'hui, le but de ce webinaire, comme j'ai pu le constater, c'est que nous travaillons en partenariat donc avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, c'est une mutuelle santé. Et quoi de mieux pour prévenir de sa santé que de marcher? Notre président nous dit de marcher régulièrement 30 minutes par jour. Et si vous le voulez bien ensemble aujourd'hui, on va essayer d'aller au-delà de ces 30 minutes par jour pour vous parler de la randonnée sous tous ses aspects. Alors, la randonnée Quesaco, bon, bah voilà, c'était un petit peu notre en-tête. Donc, tout simplement, c'est de mettre un pied devant l'autre et d'avancer. Ça, on est bien d'accord. Ceci étant, ce n'est pas si simple parce qu'il y a tout niveau de randonnée. Le but aujourd'hui de notre intervention, c'est pas forcément de vous parler des grandes randonnées que vous connaissez ou que vous avez entendu parler. Je parle du GR20, je parle de Saint-Jacques-de-Compostelle, le Tour du Mont-Blanc ou d'autres. Bien entendu, ça fait partie de nos activités et c'est important. Mais le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est surtout de vous inviter à faire une activité sportive à la portée de tous. Donc la randonnée, si on peut passer la vidéo suivante, voilà, c'est une activité de loisir, donc qui consiste, et vous le savez, à parcourir à pied des sentiers en pleine nature et en montagne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut aimer la nature, il faut être curieux, il faut aimer la découverte. Et puis si vous randonnez dans un club, eh ben, je crois qu'il faut aimer aussi le partage avec l'autre, la convivialité. C'est un ensemble de choses qui vous permet justement de pouvoir vous épanouir un petit peu et de faire travailler l'ensemble de votre corps, y compris la tête. Parce que la randonnée, ce n'est pas que les jambes, c'est aussi la tête. Alors, donc, que puis-je vous dire sur la randonnée? Donc, vous avez toutes sortes de randonnées, on va y venir bien entendu, mais premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la possibilité d'explorer des horizons nouveaux. Si vous êtes curieux, nous sommes ici, nous, dans une région qui est considérée comme une région où il n'y a pas de montagne, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des paysages magnifiques. Et donc, voilà, il faut être curieux, regarder,
se dire ce paysage-là, il est à ma portée et je vais pouvoir aller faire une petite randonnée de quelques kilomètres ou une grosse randonnée si je suis en bonne condition physique. Donc, c'est un petit peu tout ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est pouvoir adapter votre randonnée à votre qualité physique et votre qualité tout simplement de marcheur et de randonneur. Alors, les bienfaits de la randonnée. Donc, on va y arriver, on va regarder un petit peu la diapo qu'on nous présente. Voilà. Vous avez ici un petit schéma où on a mis un petit bonhomme qui est en train de marcher, tout simplement, et de la tête aux pieds, on voit quel est l'impact de la randonnée sur l'ensemble du corps humain. Alors la tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout bête, mais se randonner pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus, ça vide la tête. C'est-à-dire que vous allez oublier vos soucis, vous allez oublier vos inquiétudes, vous allez parler d'autres choses avec des gens avec lesquels vous allez marcher. Donc c'est un bienfait phénoménal et je peux vous le dire par expérience dans les clubs avec lesquels nous travaillons, nous avons beaucoup de gens qui ont eu des difficultés parfois dans la vie, des veuvages ou des divorces ou tout ce qu'on peut imaginer, et, ou tout simplement des pathologies assez lourdes. Et ils ont besoin de retrouver d'autres personnes, de reprendre confiance en eux. Et le fait de randonner dans un groupe, par exemple, permet justement à ces gens-là de pouvoir un petit peu se remettre en question, de reparler et de retrouver goût à la vie et en même temps de faire un effort physique qui va permettre de soulager certains problèmes que l'on peut avoir au niveau du corps humain. Alors les problèmes, ils sont nombreux. Hein. On a les problèmes de nos âges, mais à tous les âges, on peut avoir des problèmes, des grosses pathologies. La marche est un excellent moyen de remettre en place un petit peu tout ça. Donc, l'arthrose notamment, les douleurs thoraciques, les problèmes de cardiovasculaires aussi, c'est important. Hein. Le cœur est un muscle, il faut le faire travailler. Et la randonnée permet de faire travailler justement doucement ce muscle. Donc voilà, c'est aussi une possibilité de maintien de bonne santé. Ne forcez jamais, si j'ai un petit conseil à donner, si vous n'avez jamais fait de randonnée, ne forcez jamais. Prenez toujours conscience de votre niveau physique. N'essayez pas d'aller au-delà de vos compétences. Au départ, il faut se tester. Après, si vous avez déjà l'habitude de faire de la randonnée, alors là, vous pourrez monter sur des distances de 20 km, sur des séjours, sur des itinérances. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que nous sommes là pour parler de ça. Nous sommes surtout là pour parler de prévention. Et la prévention, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et je vais essayer de vous détailler un peu plus donc les différentes possibilités qu'on peut vous offrir, tant pour vous, si vous êtes sportif, si vous n'êtes pas sportif, mais que vous avez simplement envie de faire quelques kilomètres avec des amis ou tout seul, et si vous avez aussi envie de le faire en famille, parce que c'est aussi un moyen de se retrouver. Alors, là, ici, vous avez 3 types de randonneurs, 3 profils de randonneurs. Hein. Celui qui est déjà assez sportif, comme je viens de vous dire, donc plus de 4 heures de randonnée par jour. Il faut déjà commencer à avoir une bonne petite condition physique pour le faire, mais pourquoi pas. Si vous êtes habitué, donc voilà, vous pouvez très bien travailler sur une problématique de 4 heures de randonnée par jour. Choisissez votre terrain, on va y revenir tout à l'heure. Choisissez votre météo, choisissez votre équipement. Ça, c'est très, très important. Mais n'allez jamais au-delà de vos possibilités. Après, vous êtes un randonneur un peu plus tranquille et vous dites 4 heures de randonnée, c'est quand même beaucoup, je n'ai pas l'habitude, donc moi, je vais aller sur des randonnées de 2 heures, 2 heures et demie. Sachez qu'en moyenne, dans une randonnée, on marche aux alentours de 4 km/h, 4 km/h, environ 4,5. Voilà. Mais c'est une moyenne. Hein. Tout dépend, bien entendu, si vous êtes sur du plat ou s'il y a du dénivelé. Donc, moins de 4 heures, c'est pas mal pour démarrer. Si vous faites déjà une randonnée de 2 heures ou 3 heures, je peux vous dire que vous serez content de vous arrêter à la fin de la randonnée et que vous serez satisfait parce que vous aurez fait faire un effort physique à votre corps, à votre esprit et avec les amis avec lesquels vous aurez pu partager ces 3 ou 4 heures de randonnée, eh bien, ça sera l'occasion de vous retrouver pour une autre randonnée également de la même importance. Et puis, vous avez aussi les randonnées de moins de 4 heures. Il ne faut pas les négliger parce que quand on n'en a jamais fait, il faut commencer par ces petites randonnées. Quand je parlais tout à l'heure de 30 minutes par jour, c'est le minimum qu'on puisse faire. Mais une randonnée de 2 heures par jour ou de 2 heures par jour, pardon, de 2 heures peut-être par semaine ou 2-3 fois par semaine, déjà va vous permettre de vous remettre tranquillement en forme. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir monter sur des distances un petit peu plus longues. Donc, on vous a mis ici sur cette petite diapo tout ce que ça peut vous procurer comme bienfait. Hein. Bon, les patients souffrant de maladies chroniques, le diabète,
l'obésité, l'hypertension artérielle, par exemple. Ce sont des choses qui peuvent vous aider à guérir plus rapidement et dans votre tête et dans votre corps. D'ailleurs, la médecine, euh, la première chose que vous dit un médecin quand il vous rencontre, c'est vous dire, mais madame, est-ce que vous faites du sport? Alors, j'ai vu tout à l'heure que c'était destiné aux seniors. Il y a des sports de seniors qu'on peut peut-être moins faire, moins bien faire à notre âge. Et par contre, la randonnée, c'est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas forcément avoir une condition physique exceptionnelle. Il faut simplement pouvoir être sûr de tenir 2 heures, 3 heures ou plus si vous avez les compétences pour cela. Et vous allez voir que vous allez prendre du plaisir. Et comment vous allez prendre du plaisir? Tout simplement par le fait de se retrouver entre nous, de discuter. Et pourquoi pas à côté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la convivialité. Terminer une randonnée, ça ne se termine pas comme ça, une randonnée. On est content, on a fait ces 4 heures de marche ou ces 3 heures de marche. Après, on va boire un petit verre, on va manger un petit quelque chose. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du plaisir. Vous avez vu des beaux paysages, vous avez pris des photos, vous avez rencontré des gens, et puis après, vous allez encore partager un moment avec eux. C'est ça le bonheur. Donc, voilà ce qu'on peut dire quand même pour parler de la randonnée dans sa globalité. Alors, comment bien randonner? Que ce soit seul, avec des amis ou en club. Et là, nous avons des tas de possibilités à vous proposer et je vais essayer de vous les énumérer le plus largement possible. Alors seul, vous pouvez randonner seul. Vous savez, le français, par définition, c'est quelqu'un qui est individualiste. Et nous, quand on fait des salons sur la randonnée, souvent les gens viennent nous voir, on leur dit venez randonner dans un club parce que vous allez rencontrer des gens, ça va être sympathique. Et la première réaction, c'est non, 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 mais moi je veux être tranquille, je veux ma liberté, je veux ceci, je veux cela, et je veux randonner seul. Pourquoi pas? Vous pouvez très bien randonner seul sur des sentiers qui sont sécurisés. Il faut savoir que dans de nombreux départements, les conseils départementaux des départements ont souvent passé des accords avec les fédérations de randonnée départementales pour baliser les sentiers. Alors, je dis un mot rapidement sur le balisage, parce que je ne sais pas si vous connaissez bien le système de balisage que nous avons en France, notamment. Ça peut être variable d'une région à une autre, mais nous avons 2 grands thèmes de balisage qui sont d'une part ce qu'on appelle les itinéraires de grande randonnée, les fameux GR. C'est du balisage rouge et blanc, ça vous le retrouvez facilement. Et puis, vous avez les itinéraires de promenade et de randonnée, qui sont souvent des balisages jaunes, avec des tournes à droite, des tournes à gauche, des croix qui vous interdisent de passer par là. Et donc, ce balisage est en général une boucle qui fait une douzaine de kilomètres autour d'une ville. Donc, les maires des communes sont très preneurs de ce genre de choses, parce que, bien entendu, si vous avez une boucle de 12 kilomètres autour de la ville dans laquelle vous êtes le maire, l'élu, il est clair que pour la commune, c'est un plus. C'est l'occasion de faire venir des randonneurs, de faire venir des touristes, de faire découvrir sa commune. Donc, si vous randonnez seul, surtout le conseil que l'on peut vous donner, si vous n'avez pas l'habitude de randonner, restez sur les sentiers de randonnée balisés, que ce soit les GR ou que ce soit les PR, donc itinéraires de promenade et de randonnée. Les GR, ça sera peut-être un peu plus difficile parce que les itinéraires de grande randonnée, comme son nom l'indique, ce sont pratiquement les autoroutes de la randonnée, c'est-à-dire que vous partez d'un point pour arriver à un autre. Donc, si vous avez envie de retrouver votre voiture et votre maison le soir, donc il faut mieux effectivement utiliser un GR ou un PR, mais qui fasse une boucle, ce qui est déjà un peu moins facile. Alors ça, c'est la première chose. Surtout, restez bien conscient que la randonnée, c'est un sport, mais qui peut être dangereux si on ne prend pas un certain nombre de précautions. On va y venir tout à l'heure, mais notamment l'équipement, la météo, qui est extrêmement importante. Alors, d'une région à une autre, ça peut changer. La météo, c'est pas uniquement en montagne, hein. Ça peut être aussi en plaine, hein. Si vous êtes pris par une tempête ou un orage, il vaut mieux se mettre à l'abri et surtout peut-être ne pas sortir ce jour-là. Donc, consultez la météo avant si vous êtes seul. Quand vous êtes en club, en règle générale, l'animateur de club va pouvoir justement prendre en charge votre randonnée et votre sécurité. Alors, je reviens 30 secondes sur la randonnée seule. Vous pouvez trouver des itinéraires de randonnée soit sur ce qu'on appelle des topoguides. Voilà, exemple, ici, je m'excuse, je prêche un peu pour ma paroisse, mais un topoguide, voilà, ça se présente comme ça. Le Nord à pied, je ne sais pas si vous voyez bien. Et ici, le GR120,
l'itinéraire de grande randonnée qui va de la Flandre à la baie de Somme. Donc ça vous donne la possibilité d'avoir des circuits de randonnée. Après, vous avez aussi suivant les départements, il y a ce qu'on appelle des randofiches. Donc les randofiches, voilà, c'est une fiche avec un sentier qui est détaillé à l'intérieur, qui est donc sécurisé. Quand je dis qu'il est sécurisé, donc je ne sais pas si on voit très bien parce qu'il y a un petit peu de flou, mais le circuit est sécurisé et présenté ici en vous disant faut tourner à droite, faut tourner à gauche, faut aller tout droit. Attention, il y a une traversée de route, faites attention. C'est ce qu'on appelle des randofiches que vous trouvez soit dans les comités, soit dans les offices de tourisme. Restez sur ces sentiers et là, vous pourrez marcher en toute tranquillité, en toute sécurité, parce qu'une fois de plus, ces circuits de randonnée ont été balisés par des randonneurs dont, je n'allais pas dire c'est le métier, puisque nous sommes tous des bénévoles, mais dont c'est l'habitude de travail et sentiers qui sont validés par le conseil départemental de chaque département. Voilà, donc ça c'est pour la partie effectivement marcher seul. Marcher en club. Marcher en club, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte de venir dans un club de randonnée. Donc on fait une démarche pour effectivement aller vers les autres, rencontrer des gens. Et puis comme on n'est pas un randonneur bien qualifié encore, c'est préférable de marcher avec quelqu'un qui, lui, est compétent et qui va pouvoir vous emmener sur des sentiers qu'il connaît, qu'il a pratiqués, qu'il a sécurisés. Les clubs de randonnée de la fédération, il y a, je crois, 3500 clubs de randonnée sur toute la France. Ici, dans le Nord, nous en avons un peu plus de 80. Donc, sont encadrés par des animateurs de randonnée qui ont un brevet fédéral. Qu'est-ce que c'est qu'un brevet fédéral? C'est-à-dire que c'est un document officiel qui est délivré par la Fédération française de randonnée pédestre, comme je viens de vous le dire, et qui permet à l'animateur de randonnée de vous emmener sur certaines randonnées, pas toutes, certaines randonnées qui sont à son niveau. Après, si vous voulez faire de la randonnée de montagne ou moyenne montagne, milieu enneigé, etc., c'est autre chose. Mais la randonnée au quotidien, si vous voulez, les animateurs vont pouvoir vous dire on va marcher de cette façon-là, ensemble, et c'est quand même pas rien de marcher en groupe, parce qu'il faut respecter certaines règles, notamment lorsqu'on fait des traversées de route, le code de la route, on ne marche pas n'importe où, soit à droite, soit à gauche, soit en file indienne, soit sur le bas-côté quand il y en a. Quand il n'y en a pas, on reste en file indienne, ou on reste à droite en deux groupes, séparés chacun de 25 mètres. C'est des détails, mais qui ont leur importance. On met devant un animateur spécialisé et derrière, on met ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, un serre-fil avec un gilet jaune fluorescent de façon à protéger la colonne. Ça, c'est pour marcher sur la route. Et puis après, l'animateur, qui est un animateur diplômé, il va vous emmener marcher sur des endroits où il sait que le risque est moindre. Donc, il ne va pas vous emmener là où il y a des dénivelés importants si vous n'en avez jamais fait. Il ne va pas vous emmener non plus là où il y a de la boue énormément. À cette période de l'année, c'est difficile d'y échapper. Mais donc, il va faire attention à son groupe. Il est le responsable du groupe. Vous êtes sous sa responsabilité, ce qui veut dire qu'il faut l'écouter. Je dis ça parce que dans les clubs, et c'est le but aussi de ce marché en club, on papote, on discute beaucoup. Et heureusement d'ailleurs qu'on discute beaucoup. C'est pour ça qu'on demande aux gens de venir dans un club. Et donc, ma foi, dans la discussion, on ne fait pas toujours attention à ce que l'animateur a dit. On oublie les consignes de sécurité, les traversées de route. On ne traverse pas une route comme ça. On traverse une route groupée sous les consignes de l'animateur. C'est lui qui dit on peut traverser ou on ne peut pas traverser. Et je vois beaucoup de gens dans des clubs non fédérés, notamment, qui traversent des routes. Et là, il y a une voiture qui arrive, paf, ça y est, l'accident est vite arrivé. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, comme j'ai dit tout à l'heure, à la météo. Ne sortez jamais quand il y a un risque de tempête, quand il y a un risque d'orage. Nous, par exemple, on conseille vivement de ne pas sortir ou de faire attention à la sortie lorsqu'il y a une alerte orange. Alors, je sais bien que c'est très compliqué à mettre en place une alerte orange, parce que on vous dit il y a du vent sur la côte, par exemple, et puis vous marchez dans les terres, vous dites, le temps que tout ça arrive chez nous, on aura eu le temps de rentrer chez nous. Et ceci étant, il faut quand même des règles et il faut essayer de les respecter le plus possible. Donc, faites très attention à l'équipement, la météo et bien sûr à respecter bien l'animateur. Et dans les clubs, ils vont vous proposer tout type de randonnée. Alors, ça dépend des clubs, des animateurs, de la formation de ces animateurs.
et de la capacité du club à accueillir beaucoup de randonneurs ou pas. Aujourd'hui, la Fédération française de randonnée pédestre peut proposer diverses randonnées. Je vais commencer par la plus petite pour monter à la plus grande. Et depuis quelque temps, la Fédération française de randonnée pédestre a mis en place ce qu'il est convenu d'appeler la rando santé. Alors, c'est quoi la rando santé? Le mot santé, déjà, par lui-même, est évocateur et veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc, la rando santé, c'est pas pour remplacer les médecins ni remplacer les accompagnants médicaux, mais c'est simplement pour inciter des gens qui ont eu des pathologies assez lourdes. On parlait tout à l'heure de diabète, d'obésité, de cancer, qui se sont retrouvés un petit peu seuls dans chez eux où il n'y avait pas de contact, perdu un peu le contact avec la vie, de les ramener tout doucement à faire une activité sportive. Alors, ce sont des animateurs qui ont été formés spécialement pour ça, qui ne sont pas des médecins, hein, mais qui ont une formation avec un brevet qui est délivré à la sortie par la fédération et qui vous emmenez faire des petites balades, mais vraiment des petites balades, c'est-à-dire 4 km, 5 km, à un rythme très doux, de 3,5 à l'heure, en gros. Donc, voilà. Donc, c'est des balades toutes simples, mais qui vont vous permettre de vous remettre tout doucement en ligne et qui vont surtout vous permettre de rencontrer aussi d'autres personnes qui ont eu également des difficultés. Donc, les randos santé, tous les clubs n'ont pas des activités de rando santé, mais si vous allez sur le site de la fédération, vous pourrez, en fonction de votre département, regarder les clubs qui ont eu ces activités de rando santé. Alors attention, je reste quand même prudent sur l'activité rando santé. Il n'est pas question de, par exemple, de dire on va emmener des gens en EHPAD. Des gens d'EHPAD, on va les sortir de leur EHPAD pour aller faire un tour. Non, c'est pas le but de l'opération. Nous n'avons pas les compétences pour ça. L'opération, c'est mettre en place des petites activités pour des gens qui veulent revenir tout doucement à la marche. Si vous voulez avoir, comment dirais-je, une activité avec une maison médicale, il faut absolument que vous soyez, en plus des animateurs de la rando santé, de la fédération, que vous soyez encadré par des intervenants médicaux et signer souvent une convention avec la maison médicale. Donc ça, c'est le premier aspect de la rando santé. Après, vous êtes déjà un petit peu en forme, mais vous hésitez parce que vous n'avez jamais fait de randonnée. Et quand vous voyez les kilométrages que vous voyez sur les topoguides ou que vous voyez sur les randofiches, oh là là, 12 km, 15 km, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, vous avez dans les clubs, là aussi, ce qu'on appelle un panel d'activités possibles, avec des randonnées de l'ordre de 8 à 10, 12 km, 8-10 km. Moi, je vous conseille toujours de démarrer sur des randonnées de cet ordre-là, à peu près, de 8 km, parce que tout doucement, vous allez dire, bah oui, 8 km, ça me paraît énorme quand je regarde la fiche. Et puis finalement, je suis avec des gens, je vais parler, je vais rencontrer des gens, je vais discuter, je vais pas voir passer les 8 km et je vais après être relativement bien. Donc, si j'ai fait 8 km aujourd'hui, peut-être que demain, je pourrais faire 10 km et après-demain, 12 km. Donc, je conseille toujours, en dehors de la rando santé, de commencer pour les gens qui n'ont pas de problème de santé, mais qui n'ont jamais fait beaucoup de randonnées, de démarrer par ces randonnées douces de 8 à 10 km. C'est en gros à peu près ce qu'il faut faire, à raison de peut-être, j'allais dire, au minimum 2 fois par semaine, si c'est possible, si vous avez le temps pour le faire. Mais il ne faut pas randonner une seule fois dans la semaine. Il faut essayer d'avoir une certaine fréquence pour pouvoir justement avoir les bienfaits et profiter des bienfaits de cette activité. Alors, donc, voilà ce qu'on peut dire sur les fréquences. Essayez de vous tenir un calendrier. Alors, les clubs de randonnée, souvent, vous proposent quand même des randonnées et en semaine et le dimanche. Ou le dimanche ou la semaine suivant la capacité du club à accueillir les gens. Donc, posez-leur des questions. Sachez que dans un club de randonnée de la Fédération française, avant de vous inscrire dans un club, et je parlerai de la cotisation tout à l'heure qui est minime, mais avant de vous inscrire dans un club, vous avez la possibilité de faire 2 ou 3 essais dans le club. Il suffit de téléphoner au secrétariat du club avant pour dire, bah voilà, j'aimerais bien faire un test. Est-ce que vous m'acceptez? Donc, ils vont vous accepter. Vous seriez assuré si par hasard vous chutiez, il y avait un accident, vous prenez les pieds dans une branche ou tout ce qu'on peut imaginer et qu'il y a un accident, vous seriez assuré pour ça.
Donc, je vous conseille de faire 2-3 essais avant de vous inscrire. Et si l'ambiance vous convient, si les journées vous conviennent, eh bien, d'aller tranquillement dans ce club et puis petit à petit de monter en puissance. Donc voilà, la rando tranquille, 8-10 km, ça c'est le deuxième volet. Le troisième volet, bah, effectivement, vous savez, vous êtes en forme, vous savez marcher. Donc le troisième volet, bah, c'est d'aller sur des randonnées plus longues. Alors les randonnées plus longues, ça, il n'y a pas de limite, si je peux dire. Hein. Mais je vous conseille là aussi quand même de toujours avoir en tête votre capacité physique. Ne pas aller au-delà, ne jamais vous mettre dans le rouge. Hein. Donc les randonnées plus longues, c'est des randonnées à la demi-journée. La demi-journée, c'est 3 heures de marche. C'est une randonnée à la journée. À la journée, c'est, allez, on va dire une vingtaine de kilomètres, avec un pique-nique le midi. C'est sympa aussi un pique-nique le midi quand il fait beau, bien entendu, parce que bon, il y a une ambiance différente. C'est pas souvent la même clientèle que dans les randonnées douces. C'est déjà des gens un petit peu plus aguerris, et ça vous permet de prendre également confiance en vous. Donc là aussi, si vous pouvez faire une randonnée 1 ou 2 fois par semaine, de l'ordre de 12 km et de 20 km, vous allez avoir, vos muscles vont se renforcer bien entendu, et vous allez être de plus en plus performant. Donc voilà ce que l'on peut dire sur les randonnées à la demi-journée, à la journée. Et après, alors après, vous êtes en grande forme, très bien, tant mieux. Et donc, les clubs de randonnée vont pouvoir vous proposer des séjours de randonnée ou des itinérances. Alors, les itinérances, on fait ce qu'on veut, mais la plus célèbre, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, alors vous pouvez partir d'un point pour arriver à un autre. Souvent, les gens, ils font ça sur une vingtaine de jours et ils reviennent après. Mais voilà, c'est ça un itinérant. Donc, c'est tous les jours le sac à dos et puis soit un gîte différent, soit un lieu d'accueil différent. Et vous reprenez le train pour rentrer chez vous. Ça peut être sympa également. C'est une autre ambiance également. Il y a les séjours de randonnée qui vous sont proposés aussi par les clubs. Et les clubs, la fédération a beaucoup de partenariats avec beaucoup de voyagistes, style Cap France, VVF, Ternelia, j'en passe et des meilleurs, bien entendu. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont tous partenaires de la fédération. Donc, avec votre licence, puisque vous avez une licence, votre licence, vous pouvez aller dans un club de randonnée, soit avec votre propre club de randonnée, soit tout seul, et vous aurez une réduction sur le tarif qui vous sera proposé par ce voyagiste et ce tour opérateur. Donc, faire une randonnée sur une semaine avec un club, c'est sympa aussi parce que vous rentrez le soir, ça se fait ce qu'on appelle en étoile, c'est-à-dire que vous partez à la journée avec votre animateur, vous avez votre pique-nique et vous rentrez le soir à l'hôtel où là, tout est possible. Vous avez le repas du soir, vous avez l'apéritif et vous avez la soirée dansante si vous avez encore de la force pour aller danser. Et je peux vous dire que par expérience, les vieux randonneurs, entre guillemets, dont je fais partie, on a encore un petit peu de peps pour aller danser le soir après les 20 km que l'on a fait dans la journée. Donc voilà, ça c'est une autre approche de la randonnée, mais qui est également très sympa. Alors, maintenant, la fréquence, on vient d'en parler. Donc, choisir son parcours, ça c'est quand même également important. Donc, choisir son parcours, je l'ai dit tout à l'heure, n'allez pas sur des sentiers non balisés si vous n'avez pas l'habitude de randonner, vous n'avez pas une expérience de la randonnée. On peut se perdre très facilement, et si on se perd très facilement, même s'il n'y a pas de danger, on ne va pas forcément appeler l'hélicoptère pour venir vous récupérer si on est en plaine, par exemple. Mais vous pourrez faire, au lieu de faire 12 km, vous pourrez très facilement en faire 16. Et là, le soir, vous serez peut-être un peu fatigué. Il suffit que le temps soit un peu mauvais. Donc là, vous aurez, comment dirais-je, envie de rentrer et vous ne recommencerez pas la prochaine fois. Donc, soyez bien prudents sur le parcours que vous choisissez. Utilisez les randofiches ou les topo-guides de la fédération. Vous trouverez ça sur le site de la fédération www, je ne le connais pas par cœur, randonnée.fr et vous aurez toutes les informations nécessaires pour trouver des parcours de randonnée. Alors, la Fédération française de randonnée pédestre, ce n'est pas que de la randonnée. C'est aussi d'autres activités que l'on peut vous proposer. Alors, vous avez ici la marche nordique, très à la mode en ce moment, et qui explose littéralement. Il y a 2 fédérations qui sont détenteurs du brevet de marche nordique, la Fédération d'athlétisme et la Fédération française de randonnée pédestre. C'est exactement la même formation, les animateurs ont reçu la même formation. La seule différence, c'est que la Fédération française d'athlétisme peut faire de la compétition, que nous ne faisons pas de compétition.
C'est important ce que je dis au niveau de la compétition parce que je n'ai parlé tout à l'heure, mais c'est valable également pour les randonnées. Ne cherchez pas à courir, ne cherchez pas à faire un temps, cherchez à vous faire plaisir et à dire je profite de ces 2 heures, 3 heures de marche pour découvrir la nature et découvrir les amis avec lesquels j'ai pu passer 2, 3 heures. Donc la marche nordique, c'est le même principe, sauf que, on le veuille ou non, les gens, ils ont pris un peu l'habitude de marcher plus rapidement, mais ils marchent plus rapidement, non pas parce qu'ils ont envie de marcher rapidement, mais tout simplement parce qu'ils font un bon geste. Et la marche nordique, c'est un peu technique. Il y a un geste qui convient d'apprendre, que les animateurs de club vont vous apprendre. C'est de la propulsion, hein, la marche nordique. La marche nordique, vous avez des bâtons et ces bâtons, ils vous servent à quelque chose. Avec ces bâtons, vous allez vous propulser et donc vous allez allonger votre pas et vous allez marcher plus vite. C'est uniquement par ça. C'est le haut du corps et les bras qui travaillent et non pas les jambes. J'exagère un peu, bien entendu. Les jambes, on en a besoin. Donc, la marche nordique, vous allez marcher à une moyenne de 6 à l'heure à peu près. Tout à l'heure, j'ai parlé de randonnée de 4, 4,5 à l'heure. Sur une marche nordique, vous êtes un petit peu plus de 6 à l'heure, un peu moins ou un peu plus, suivant le niveau avec lequel vous allez pouvoir intégrer le groupe. Mais c'est très important. Et vous allez marcher sur une période d'à peu près de 2 heures. Échauffement, étirement compris. Alors, échauffement, pourquoi? Parce qu'on va faire travailler des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler. 80 à 90% des muscles de votre corps vont travailler grâce à la marche nordique et notamment tout ce qui est le haut du corps, les épaules, les bras et un muscle qui est hyper important qui est le cœur, donc le système cardiovasculaire. Parce que vous allez travailler votre souffle, vous n'allez pas être essoufflé. Si vous êtes essoufflé à la marche nordique, c'est que vous ne marchez pas bien ou que vous ne faites pas le bon mouvement. Donc faites ça avec des animateurs qualifiés qui vont vous apprendre le bon geste, le bon mouvement, qui vont vous dire de ne pas marcher trop vite au départ et puis d'accélérer au fur et à mesure, qui vont avoir fait les bons échauffements avant, parce que c'est important de faire des bons échauffements. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait travailler des muscles qui ne fonctionnent pas habituellement. Et après, une fois que vous aurez fait votre séance de marche nordique, au milieu d'une séance de marche nordique, en général, il y a ce qu'on appelle du renforcement musculaire. Donc, on fait une petite pause d'une dizaine de minutes et on s'amuse entre les participants à se faire un peu de renforcement musculaire, tout ça sous la conduite de l'animateur. Et puis à la fin de ça, de la séance, vous avez fait travailler des muscles et vous avez besoin de vous détendre. Donc pour vous détendre, vous allez faire des étirements. Alors il y a le grand débat, faut-il les faire maintenant ou faut-il les faire plus tard? Moi je conseille de les faire maintenant parce que plus tard vous ne les faites pas. Donc autant les faire maintenant, tranquillement, doucement, mais vous pourrez au moins vous soulager les muscles qui ont travaillé et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'avaient pas l'habitude de travailler. Donc la marche nordique, je vous le conseille, c'est une activité qui est très à la mode. Les bâtons permettent de soutenir le corps. Alors, quand je parle des bâtons, ils sont bien sûr sont des bâtons spécifiques à la marche nordique, hein, qui sont souples, avec des embouts ou sans embouts, ça dépend du terrain sur lequel vous êtes, et avec des gantelets qui permettent de tenir votre bâton. Donc, ne jamais courir avec des bâtons de marche nordique. Hein, parce que si vous courez et que vous prenez des bâtons dans vos pieds, vous risquez d'avoir une chute qui est assez délicate et vous allez avoir du mal à vous en remettre. Donc ne jamais courir avec les bâtons, mais marcher avec le mouvement de relâchement du bras à l'arrière de la hanche. Donc voilà, c'est une technique qu'on peut vous apprendre dans les clubs de randonnée, mais faites-le, vous allez prendre du plaisir. Voilà ce qu'on peut dire sur la marche nordique. Et puis, dernière activité quand même, il y en a d'autres, hein, mais bon, dernière activité que nous pratiquons également et qui est très à la mode en ce moment également, c'est le longe-côte. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le longe-côte, mais c'est tout simplement de la thalassothérapie, on va dire, hein, pour faire simple. Vous allez marcher dans l'eau avec une combinaison, je rassure. Notamment, je parle pour nous ici dans le Nord, hein, donc la combinaison est assez épaisse et nous permet de ne pas avoir froid. Mais même sans combinaison, on n'a pas froid. Vous allez marcher dans l'eau et vous allez marcher contre le courant et avec le courant, puisque vous allez dans un sens et puis vous allez aller dans l'autre. Mais là non plus, ne faites pas ça tout seul. Faites ça avec des animateurs qui ont été formés. Donc, un baptême de longe-côte, c'est environ 1 heure et demie de marche pour ceux qui n'en ont jamais fait. Ceux qui font régulièrement le longe-côte, ils vont dire, bon, ça c'est rien, on peut faire beaucoup plus, bien sûr. Mais donc, le longe-côte va vous permettre de travailler également tous les muscles, y compris le cardio et tous les muscles du corps. Et vous allez ramer contre le courant et ramer avec le courant, avec l'aide soit de palmes, soit de pagaies,
ou tout simplement avec la main. Et vous allez bien rigoler parce que vous allez être derrière, ça ne s'appelle pas un animateur, là, ça s'appelle un directeur de sortie. Et donc, le directeur de sortie, lui, il va vous dire, il faut passer là, il ne faut pas passer là. Pourquoi? Ça peut être dangereux, hein. Vous avez de l'eau quand même jusqu'ici, à mi-hauteur à peu près, au-dessus du nombril à peu près à cette hauteur-là. Pourquoi ça peut être dangereux? Parce que vous ne voyez pas ce que vous faites, hein, donc la mer n'est pas toujours transparente. Chez nous, elle est marron, comme disait Lanny Boone, hein, la mer du Nord, elle est marron. Donc, on ne voit pas où on met les pieds. Donc, il faut toujours avoir un équipement, il faut avoir des bonnes chaussures, enfin des chaussures pour aller dans l'eau et pouvoir ne pas marcher sur quelque chose de désagréable. Donc, l'animateur de Longe-Côte va vous emmener là où il y a des plats, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des bâches ou des baïnes, suivant la région dans laquelle on est, c'est-à-dire que d'un seul coup, on marche et on a de l'eau jusque-là, et puis il y a une grosse vague et puis il y a une bâche, et hop, vous avez de l'eau jusque-là et vous pouvez paniquer. Donc là, il faut mieux toujours avoir le conseil d'un animateur. Une séance de longe-côte, c'est 1 heure et demie pour marcher dans l'eau, et puis un petit peu plus de temps après pour retirer la combinaison, et également un petit peu plus de temps avant pour l'enfiler, cette fameuse combinaison. Donc, voyez, longe-côte, marche nordique, randonnée à la journée, randonnée au séjour, randonnée d'une demi-journée, des randos douces de 8 km et de la rando santé, franchement, vous avez de quoi vous amuser et franchement, vous avez de quoi vous remettre en forme si vous aviez besoin de vous remettre en forme. Voilà ce que je peux vous dire sur les différentes possibilités de la Fédération française de randonnée qu'on vous propose. Alors, les trucs et astuces, on va les regarder, hein, donc, puisque je vois qu'on est encore à peu près dans les temps. Donc, pour une randonnée réussie, voici quelques trucs et astuces. Le matériel. Alors, si vous n'avez jamais fait de randonnée au départ, n'investissez pas dans un matériel hyper performant, hein. Donc, si ça vous plaît pas, c'est pas la peine, vous allez jeter tout ça après. Donc, mais quand même, réfléchissez à quelques subtilités et quelques éléments qu'il faut avoir au départ. Alors, il est préférable plutôt que d'avoir des gros anoraks, des cache-nez, des bonnets, tout, d'avoir plusieurs couches. Une première couche transpirante, une deuxième couche isolante et une troisième couche protectrice. Parce que, ben, ma foi, plus vous allez avancer en marche, plus vous allez avoir chaud, plus le corps va se réchauffer, plus vous allez dégager de la chaleur et transpirer, et donc vous allez être appelé à changer ou à enlever une couche au fur et à mesure de votre avancée dans la randonnée. Donc une première couche transpirante qui permet d'absorber justement tout le corps, si je peux dire, toute la transpiration du corps. Petit conseil, si vous faites une randonnée à la journée et que vous avez bien transpiré le matin, je vous conseille de changer la première couche au moment du pique-nique. Ne jamais rester avec un maillot humide sur le corps. Il suffit que la température se rafraîchisse l'après-midi et vous risquez d'attraper froid, ce qui n'est quand même pas une très bonne solution. La deuxième couche, elle est isolante, elle protège du froid, du vent, voilà. Et la troisième couche, bah, elle est protectrice, hein, c'est la pluie, ça arrive. Et donc là aussi, il faut être bien équipé s'il vient pleuvoir. Donc soyez prudent. Donc il faut que quelque chose soit bien imperméable. Ça vous protège la tête, ça vous protège le corps, et les jambes éventuellement. Les jambes c'est secondaire. Hein. S'il pleut sur les jambes, c'est pas bien grave. Mais par contre, le haut du corps, c'est important donc d'avoir ça à l'esprit. Choisir les bonnes chaussures. Alors, les bonnes chaussures, il y a toutes sortes de chaussures aujourd'hui hein, dans les magasins de sport. Tout dépend aussi de votre condition physique et tout dépend de votre ossature. Si aujourd'hui on a des chaussures ce qu'on appelle tige basse ou tige haute. Les tiges basses, c'est des chaussures, donc comme son nom l'indique, qui sont basses, qui ne prennent pas la cheville, mais qui sont beaucoup plus souples et qui vous permettent, notamment lorsqu'il y a des dénivelés ou il y a des passages un petit peu plus difficiles, de pouvoir facilement avancer sans que vous ayez à soulever des chaussures qui sont un peu lourdes. Les tiges hautes, si vous avez une fragilité à la cheville, il faut mieux quand même avoir des tiges hautes, c'est-à-dire des chaussures montantes. Si vous faites de la montagne, bon, et de la grande montagne, les tiges hautes, bien entendu, sont recommandées. Mais aujourd'hui, on fait de la grande montagne, on fait des trails, on fait des tas de choses comme ça avec des tiges basses, hein, parce que les gens sont habitués à marcher sur des parcours un petit peu compliqués, et donc ils ont plus de souplesse avec ça. Donc c'est vous qui allez choisir en fonction de votre, comment dirais-je, comment vous allez accepter le type de chaussures. Par contre, ce que je peux vous conseiller,
c'est surtout de regarder deux choses. Premièrement, comment les chaussures sont, il faut bien qu'elles soient cramponnées, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles soient lisses. Il faut que vous puissiez accrocher, hein. Là, dernièrement, par chez nous, il y avait beaucoup de boue, hein, donc marcher dans la boue, c'est pas très drôle, hein. Donc, il faut que des chaussures accrochent bien pour pouvoir justement passer ces passages délicats. Prenez aussi des bâtons, hein. Même si vous ne faites pas de marche nordique, vous pouvez prendre des bâtons, hein, parce que le bâton a un avantage, ça vous maintient le corps droit et ça vous évite d'avoir le torse plié avec le sac à dos. Donc prenez des bâtons hauts et qui vous permettent d'avancer, et notamment lorsque vous avez du dénivelé. Donc des bonnes chaussures qui soient également isolantes, qu'elles ne prennent pas l'eau, des Gore-Tex, hein, regardez bien. Bon, aujourd'hui, il y a vraiment une gamme de chaussures de grande qualité dans les magasins de sport. Demandez conseil à un vendeur et surtout, surtout, ne jamais mettre des chaussures neuves pour la toute première randonnée, même qu'elles soient de 8 km ou qu'elles soient de 10 km, mais il faut passer les chaussures avant. Parce que sinon, les ampoules vont arriver. Si les ampoules arrivent, eh ben, vous restez sur place. Donc, petit conseil également, avoir une trousse de secours avec soi, secours bien entendu, mais notamment dans cette trousse de secours, de quoi réparer les ampoules, et ça dans les pharmacies, ils sauront vous conseiller. Vous mettez ce qu'on appelle nous des compides, et la compide c'est une marque, hein, donc je ne devrais pas vous le dire, mais ça vous permet de mettre tout de suite sur l'ampoule ce pansement, et vous repartez et vous pouvez rester avec ce pansement pendant 48 heures sans problème, et même aller sous la douche, et vous ne souffrez pas. Donc voilà pour les chaussures. Le sac à dos. Alors, tout dépend de la grandeur et de la longueur de la randonnée. Si vous faites une petite randonnée de 8 à 10 km, ne prenez pas un sac à dos énorme, mais prenez un sac à dos qui vous permette de mettre dedans de l'eau, bien entendu, un petit encas si vous avez un petit coup de fringale par-ci par-là, un vêtement en cas de pluie pour vous changer s'il se met à pleuvoir, une casquette pour vous protéger, des lunettes de soleil, enfin bref, l'indispensable pour une randonnée de base. Par contre, si vous faites une randonnée à la journée, là, je vous conseille un sac à dos de 30 litres, par exemple, où là, vous pourrez mettre dedans votre pique-nique et puis beaucoup d'autres choses, la trousse de secours indispensable, et puis, bien entendu, de quoi vous protéger s'il vient un peu. Donc là aussi, vous avez toute une gamme de matériel disponible dans les grands magasins. De l'eau, indispensable de prendre de l'eau, 1,5 litre, 2 litres, tout dépend de la grandeur de la randonnée, et puis en refaire de temps en temps quand il y a une fontaine, si l'eau est potable, bien entendu. Donc, prenez de l'eau, même si vous n'avez pas soif, arrêtez-vous de temps en temps pour boire, ça vous évitera d'avoir ensuite des crampes, d'avoir des maladies et d'avoir plein de choses comme ça. Donc, prenez de l'eau. La météo, on en a parlé tout à l'heure, partez pas si vous avez une météo qui est désagréable ou dangereuse. Alors la montagne, bien entendu, mais il n'y a pas que la montagne, hein. La plaine, je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes pris par un orage, il faut savoir se protéger d'un orage. Alors on ne se met pas sous un arbre, bien sûr, encore moins sous un poteau électrique, mais si on n'a pas de solution pour s'abriter dans un orage, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'il pleut, c'est pas drôle, je suis d'accord, mais on jette ses bâtons sur le côté, il ne faut pas avoir de point d'appui, on jette ses bâtons sur le côté, on s'assoit sur son sac à dos avec sa cape et on attend que ça se passe. Et voilà, donc en étant roulé en boule. Donc la météo, surveillez ça, la neige, le verglas, la chaleur, la canicule, évitez de sortir aussi quand il fait trop chaud, parce que ça dépend de la période de l'endroit où vous habitez. Mais si vous habitez dans une région qui n'est pas très chaude, vous n'êtes pas habitué à des canicules, faut mieux éviter de sortir parce que le corps n'est pas habitué à ça. Et même dans ceux où il y a de la canicule, évitez de sortir aux heures trop chaudes. Le système des trois couches, on en a parlé. Et enfin, trouver son rythme, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, trouver votre rythme, c'est de faire la randonnée qui vous paraît le mieux adaptée à votre capacité physique. Ne jamais aller au-delà de ses capacités physiques. Il faut mieux recommencer une deuxième fois et dire ça m'a bien plu, j'ai envie de revenir, plutôt que l'inverse. Voilà ce que je pouvais vous dire en essayant d'avoir, je pense que j'ai à peu près respecté le timing. Alors, il y a une application qui est également intéressante que vous pouvez avoir. Je vous ai parlé tout à l'heure des topo-guides et des rando-fiches pour retrouver des sentiers sécurisés et balisés. Mais nous avons une application également à la Fédération de randonnée pédestre qui est gratuite, qui s'appelle Marando. Je pense que vous voyez ici le flyer.
Et sur cette application Marando, vous avez aujourd'hui plus de 7000 kilomètres de sentiers balisés. Je vous ai parlé du balisage tout à l'heure, donc ça veut dire que ce sont des sentiers balisés et sécurisés. Alors j'insiste sur le fait qu'ils soient sécurisés et sur l'application Marando par rapport peut-être aux autres applications que vous connaissez. L'application Marando est balisée par les baliseurs. Baliseurs, c'est aussi un diplôme de la Fédération française de randonnée pédestre. Ça veut dire qu'on est sous le contrôle également des conseils départementaux qui nous valident nos randonnées et donc nos circuits. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et que donc lorsqu'il y a un incident sur un parcours que nos baliseurs ont retrouvé, ont repéré, on doit le signaler effectivement au conseil départemental de façon à ce que le balisage soit modifié. Donc ça, dans les clubs de randonnée et dans les conseils départementaux, le balisage est fait 2 fois par an, donc printemps et automne. Et donc, c'est une sécurité supplémentaire pour vous, ce qui n'est pas le cas de toutes les applications que vous avez, que vous connaissez peut-être, et pour lesquelles les gens, lorsqu'ils passent, ils vous disent, tiens, là, j'ai vu qu'il y avait ceci, il y avait cela. Là, ce sont les baliseurs officiels de la fédération. Voilà ce que je peux vous dire en 45 minutes, un tout petit peu plus. Je pense que il y a des questions. Je suis en train de les regarder. Je vais commencer. Alors, quelle est la différence entre une balade et une randonnée? Eh bien, c'est le rythme, tout simplement. Bon, aujourd'hui, le mot randonnée, tout le monde l'applique, mais une balade, c'est une balade de 8 km. Pour moi, c'est une balade. Et tout dépend de la vitesse à laquelle vous allez. Donc, si vous marchez à une vitesse de 5 ou 6 à l'heure, c'est déjà plus une balade, mais c'est une randonnée douce, mais c'est une randonnée courte, mais une randonnée quand même rapide. Donc, une balade, c'est effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure, la rando santé, la rando balade, 8 km à 4 km/h en moyenne, un peu moins éventuellement. Voilà, j'espère avoir répondu. Est-ce que marcher dans l'eau de mer ou sur la plage, c'est bon? Vous pouvez marcher où vous voulez. Si vous marchez dans l'eau de mer, bien entendu, c'est toujours bon, hein, donc ça on le sait. Mais si vous décidez de le faire dans le cadre d'un longe-côte, ne le faites pas seul. Faites-le simplement avec un animateur, un directeur de sortie et un club de marche de longe-côte, parce que, ma foi, vous allez effectivement avoir un équipement. Déjà, premièrement, on va vous prêter une combinaison. Ça coûte une quinzaine d'euros à peu près pour un baptême d'1 heure et demie, hein, et ça vaut vraiment le coup de faire. Si vous le faites avec des amis, vous allez bien rigoler, c'est très amusant. Donc faites-le. Alors, également une autre question, peut-on randonner en club avec son chien? Tout dépend du club. Il faut poser la question au club avec lequel vous allez éventuellement passer un accord. C'est compliqué avec des chiens, sauf si le maître fait très attention à son chien. Donc moi, je dis toujours dans mon club qui est le mien, je leur dis toujours, moi j'aimerais mieux que le randonneur avec son chien soit à l'arrière, soit tenu en laisse et en laisse courte. Et non pas en laisse, vous savez, comme on fait aujourd'hui, la laisse qui fait que le chien, il a 3 mètres de libre devant lui, parce que le chien, c'est cet animal, on l'aime bien, il est adorable, mais il va se balader entre les randonneurs, et puis il peut faire tomber quelqu'un, ça peut être une chute, ça peut être grave. Donc, en club, demandez au club si l'animateur accepte un chien, et s'il accepte un chien, oui, laisse courte et à l'arrière de la file. Voilà. Alors, faut-il être adhérent à la FFR randonnée pour avoir des renseignements ou adresse? Je suis allé sur le site, ce n'est pas évident. Alors, ça dépend ce que vous recherchez. Vous avez un site, donc, www.randonnée.fr, qui est le site de la fédération. Et après, vous avez des onglets et vous allez dans les onglets chercher ce que vous avez envie de chercher. On va vous dire comment obtenir une licence, comment trouver un club, comment randonner. Il y a une foire aux questions également, donc vous avez la possibilité de pouvoir questionner la fédération. Il n'y a pas obligation pour aller sur le site de la fédération d'être adhérent à un club. Vous pouvez avoir vos propres renseignements que vous pouvez prendre sur le club. Alors, ce que je vous ai peut-être pas dit, mais c'est lorsque vous adhérez à un club de randonnée, et donc à la fédération, vous avez une licence. Nous sommes une fédération sportive, hein. Donc vous avez une licence sportive, et cette licence sportive vous donne également une assurance. Alors vous allez me dire, oui, mais je suis déjà assuré, on est assuré ici, on est assuré là, etc. Tout. Sauf que là, vous faites du sport. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous faites du sport.
Et les assureurs, que je connais bien puisque je les ai pratiqués pendant longtemps, j'étais moi-même assureur, ne couvrent pas toujours, si c'est une cheville foulée, c'est pas un problème, mais si c'est un accident beaucoup plus grave, donc prenez l'assurance de la fédération qui sera beaucoup plus large en termes de, comment dirais-je, en termes d'information. Alors sinon, vous pouvez aller dans les comités départementaux. Vous allez trouver aussi sur le site de la fédération de la randonnée pédestre, vous allez trouver la liste de tous les comités départementaux et vous pouvez vous rapprocher d'eux. Ils vous mettront en contact avec des clubs si le besoin s'en fait sentir. Voilà, il y a encore d'autres questions. Le Gore-Tex est nombreux et les vêtements dits outdoor, si développés, contient des... Ah oui, d'accord. Ces substances dites polluantes éternelles. Quel conseil pour que l'activité rando qui se veut nature ne soit pas source de pollution? Alors moi, je n'ai pas de réponse à ça, hein, donc vous pouvez très bien randonner avec un t-shirt ou sans rien du tout si vous le souhaitez. Maintenant, après, ça dépend si vous voulez vous protéger. Hein, donc, et aujourd'hui, l'évolution des vêtements a fait que, ben, au lieu d'avoir des gros chandails comme on avait avant pour faire de la marche, aujourd'hui, on a des vêtements beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à porter et à mettre dans le sac. Mais la conséquence, elle est là, c'est qu'effectivement, derrière, ça peut être parfois polluant. Là encore, il faut se renseigner auprès du vendeur qui saura, je l'espère, vous conseiller. Mais aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de vêtements qui sont bien adaptés et qui, à mon sens, les fabricants ont fait beaucoup d'efforts quand même. Quelles sont les règles de déplacement en route en fonction du nombre? Alors, il y a plus, oui, ça c'est important parce que on a beaucoup de questions dans ce sens-là et c'est pas facile quand on est dans un groupe relativement important. Donc on est quand même tributaire du code de la route. Hein. Je n'ai plus l'article en tête, mais si vous êtes sur la route, donc vous avez deux possibilités. Soit vous marchez à gauche. Alors, premièrement, il y a des bas-côtés. Vous utilisez les bas-côtés protégés, bien entendu. Sinon, vous marchez à gauche en file indienne. Si vous arrivez à tenir la file indienne, si vous avez un groupe de 40 personnes ou 50 personnes, tenir une file indienne, c'est pas évident, hein, parce que il y a un phénomène naturel qui consiste à dire, je vais venir parler un petit peu avec mon copain ou ma copine et vous restez pas en file indienne. Ça, c'est la première des choses, mais vous marchez à gauche en file indienne. Maintenant, vous pouvez marcher à droite à condition d'être en groupe. Pourquoi? Parce que la notion de groupe, si c'est important, vous devez faire, si vous êtes une cinquantaine par exemple, vous devez faire deux groupes de 25 randonneurs chacun, distants de 50 mètres entre les deux. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent de l'empattement d'une voiture. Et donc, à l'arrière, vous aurez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un serre-fil. Et la voiture qui a envie de doubler tout le groupe, c'est long. Mais si elle peut se rabattre entre les deux groupes, voilà. Donc, c'est pour ça que vous pouvez marcher également à droite, mais vous restez bien en groupe serré avec une distance de 50 mètres entre les deux groupes. Là aussi, c'est pas facile à tenir pour l'animateur. Évitez de marcher sur la route. C'est le conseil qu'on peut donner. Alors, si on randonne en dehors d'un club, comment est-on assuré? Ben, vous êtes assuré par votre assurance traditionnelle, hein, responsabilité civile, accident corporel. À vous de voir. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas faire le détail, mais vous connaissez la différence entre les deux, accident corporel et responsabilité civile. Responsabilité civile, je vous bouscule, vous tombez, vous avez un traumatisme crânien, c'est ma responsabilité. C'est l'inverse, quelqu'un me bouscule, c'est de sa responsabilité, mais moi, par contre, je reste traumatisé et donc je suis après, comment dirais-je, impotent, eh bien là, ça sera de l'accident corporel avec des garanties qui peuvent s'échelonner en fonction des garanties que vous avez souscrites. Donc tout ça, c'est du domaine de l'assureur. Les assureurs savent répondre à ça. La fédération a souscrit une assurance auprès d'une compagnie d'assurance qui a intégré tout ça avec des tarifs bien entendu adaptés et qui a intégré le fait que vous pouvez également aller à l'étranger randonner. Est-ce que la marche nocturne a des avantages, inconvénients sur la marche diurne? Alors là, c'est une question de choix. La marche nocturne, pardon. Déjà, il faut avoir des bonnes lampes, hein, donc pour bien voir quand même le terrain. Savoir effectivement déjà marcher pour lever les pieds s'il y a des pierres. Hein. Donc après, il peut y avoir des choses, par exemple, si vous avez des problèmes d'audition, marcher la nuit, c'est pas évident. Donc faites attention à ça. Sinon, effectivement, vous marchez dans la journée sans problème. Mais la marche nocturne est agréable aussi parce que vous allez découvrir les paysages différemment. Puis vous allez entendre des bruits différents, des oiseaux, etc., plein de choses comme ça, des bruits qui vont certainement vous plaire.
Donc voilà, c'est un choix également à faire, mais soyez là aussi vigilants sur votre équipement. Voilà, il n'y a plus d'autres questions? C'est bien, c'est bien. Bah, écoutez, merci à tous. Je me permets d'intervenir. Oui. Voilà, on a mis un petit sondage en ligne à côté de la rubrique questions. On aimerait avoir votre avis par rapport à cette intervention, si ça vous a donné envie. On a eu beaucoup de témoignages aussi sur le fil qui disaient qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont déjà des randonneurs et qui en trouvent un intérêt majeur. Donc, s'il y a des nouveaux adeptes, on serait content de savoir si ça vous a donné envie. Voilà, en remplissant le petit sondage. Marie, je vous laisse la parole. C'est longtemps. En tout cas, je suis très content des réponses parce que je pense qu'on va avoir des nouveaux adeptes. Dans le club ou tout seul, peu importe, le principal, c'est de faire quelque chose et d'avoir une activité. Bon, je suis là, mais je n'arrive pas à activer. Oui. Vous m'entendez? Oula. Je n'arrive pas à activer la caméra, mais c'est pas grave. Il me reste juste à vous remercier, Oui. Monsieur Jamin. Merci beaucoup pour cette conférence. Nous allons clore cette rencontre, du coup. Merci encore à tous les participants pour tous ces échanges et ces questions. Merci également de noter ce webinaire via le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Il nous permettra à nous d'adapter au mieux nos rencontres à vos besoins. Le lien d'inscription pour les prochaines conférences est disponible dans le fil de discussion. Quant au replay de ce webinaire, il vous sera adressé par mail dès la fin de cette rencontre. Je vous rappelle également qu'une documentation en lien avec cette thématique est directement téléchargeable depuis la touche application en bas à droite de votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et désolé pour la caméra qui ne me permet pas de m'afficher. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci à tous. On ne m'entend plus, si?